Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu, je vous retrouve aujourd'hui avec Mathieu. Coucou. Je lui ai demandé d'intervenir pour parler un peu de sa vie avec moi, lui poser des questions un peu sur comment est-ce qu'il vit à mes côtés avec toutes mes divergences, mes atypies et la femme casse-couille que je suis. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, alors j'ai fait une petite liste de questions, donc moi je vais lui poser les questions, et puis lui il les connaît pas par contre. Tu confirmes ? Je n'ai pas vu les questions. Alors, la première question, ça va pas forcément concerner mes neuroatypies, mais qu'est-ce qui t'a plu chez moi au premier abord ? Qu'est-ce qui m'a plu? En fait, c'est quand on s'est rencontrés pour la toute première fois, notre toute première compète de Strong ensemble. Je t'ai trouvé, déjà physiquement, tu m'as beaucoup plu. Et après, je t'ai trouvé très naturelle, très pétillante, euh, drôle aussi. Voilà. Et puis du coup, j'ai eu envie d'apprendre à te connaître un petit peu plus. Et puis, Faut comprendre qu'il a envie de me ken. oui, aussi, mais pas que. Et du coup, lors de notre premier rendez-vous, bah, justement, atypique, puisque on allait boire un verre, on a discuté, beaucoup discuté de tout, de rien. Et avant même que ce soit officiel, tu m'as présenté ton père, normal. Voilà, et puis donc je trouve ça assez original. Mais puis en fait, tout s'est super bien passé, et le feeling est hyper bien passé. Donc voilà. Je, je me suis pas posé plus de questions que ça en fait. Ça a collé de suite. Ok, ça marche. Bon, le cadre est posé. Et du coup, qu'est-ce que tu t'es dit quand j'ai commencé à te parler de neuroatypie, d'autisme, parce qu'à la base j'étais que là-dessus, donc de TSA, que j'avais envie de faire des diags, etc. En vrai, ça m'a pas surpris, puisque moi j'ai été diagnostiqué TDAH. À l'époque, on ne sait pas comme ça, mais c'était pareil quand j'avais 9 ans. Donc ça m'a pas surpris, surtout que après, quand tu as beaucoup fait tes recherches et tout ça, ça m'a paru un peu évident. Et puis, ça a expliqué beaucoup de choses en fait. Donc, je dirais plutôt que j'étais curieux d'avoir les résultats. Et en même temps, j'ai trouvé ça presque logique en fait que tu te poses ce genre de questions. Et après, quand tu m'as dit que tu te posais ce genre de questions, rapidement j'en ai conclu que c'était fortement probable. Et donc, je, je me suis rien dit en fait. J'ai juste pas été surpris. Ok, ça marche. Bon, la question d'après, c'était est-ce que toi, tu peux nous parler de tes propres neuro-A, diagnostiqués ou non ? Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Que c'est pas évident au quotidien. Non, là, c'est vraiment qu'est-ce que toi, dans quelle case tu te mets en neuro-A ? Dans quel cas je me mets dans celle qu'on m'a mise. Je- voilà. J'ai un QI élevé et je suis hyperactif. Donc du coup, qu'est-ce que je peux dire dessus que oui, c'est pas évident tous les jours de se faire comprendre, c'est pas évident tous les jours de comprendre le monde autour de nous, et, et que des fois on a l'impression qu'on est un petit peu mis à l'écart. Voilà. Après, je sais pas, c'est ce que tu voulais vraiment. C'était juste savoir dans quelle case toi t'étais et Ah bah, dans quelle toi tu te mettais. Parce que c'est pour ça que je dis diagnostiqué ou pas diagnostiqué. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec les recherches que j'ai faites, tu te mets dans des cases dans lesquelles on t'a pas mis ? je me pose des questions. Après, je sais pas si je me mets dans une case vraiment parce que je, je, j'ai appris à vivre avec. Donc, je me pose pas en fait ces questions. J'attends de voir. Ok. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour
toi au quotidien avec mes neuroatypies? Que des fois on a du mal à se comprendre. C'est-à-dire que je pense que la base d'un couple, c'est la communication. On fait tous les deux beaucoup d'efforts pour réussir à communiquer, mais je pense qu'il y a des fois on arrive à être parfaitement sur la même longueur d'onde et à se comprendre. Et il y a des fois, j'ai remarqué qu'on voulait exprimer la même chose et qu'on ne se comprenait pas, comme si on ne parlait pas la même langue. Donc, je dirais que c'est ça le plus difficile et que des fois, ça crée des conflits pour rien alors qu'on est d'accord. Donc ça, c'est un peu relou. Après, il y avait des choses qui me saoulaient avant de savoir ton diagnostic. Maintenant que ça explique, en fait, j'ai pris du recul et du coup, ça me fait rire. Comme par exemple ta maladresse. Ça avait tendance, pas à me saouler, mais j'avais peur des fois que tu te fasses vraiment mal parce qu'il y a des fois, tu as fait des dingueries. Je raconte des fois en plaisantant quand tu te prends un mur alors que le mur de notre maison il n'a pas bougé depuis. La maison elle est plus vieille que nous, donc le mur a toujours été là. Et que tu te casses à noix en prenant un mur, ou que tu me parles que tu veux une scie sauteuse, tu veux une tronçonneuse à la maison, alors que je suis pas à la maison et que je pourrais pas être là, ça me fait peur en fait, plus que ça me saoule. En fait. Donc maintenant, voilà, ça explique certaines choses. Donc ouais, c'est plus les problèmes de communication qui sont difficiles. On se comprend pas toujours et j'ai plus peur quand tu es distraite, tu es maladroite, tu fais pas attention. J'ai peur que tu te fasses mal en fait. C'est plus ça. Ok, ok. Bon, il exagère, hein, mais Pas du tout. si, bah si. Tu t'es cassé un doigt en te cognant dans un mur. Mais c'est pas de ma faute, il a traversé. Non, Bah, t'étais pas là. en vrai, T'étais pas là, tu peux pas savoir. ça me fait rire, mais j'ai peur quand même des fois que tu te fasses vraiment mal. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des situations qui sont typiquement neuroatypiques, Ouais. mais qui sont faciles à gérer pour toi? Genre tu dis, ok, ça je gère, tu vois. Bah, quand on arrive à se comprendre, c'est méga cool parce que du coup, comme ça va vite chez toi et ça va vite chez moi, euh, on peut faire des trucs de fou, tu vois. Euh, Tous les projets qu'on monte, quand on arrive à se comprendre, du coup, c'est super parce qu'on est capable d'abattre un boulot qui est absolument titanesque en très peu de temps. Euh, des fois, on peut avoir des moments de folie et partir dans des projets ou des idées ou faire des choses qui sont super cool et on vit des aventures incroyables. Donc oui, ce côté-là, c'est cool. Euh, et du coup, on n'a pas de limite. Donc en fait, tu vois, on peut, quand on est parti aux États-Unis pour les compétitions, le fait de faire partie du festival de l'incroyable, tu vois, je pense que si on n'avait pas ces neuroatypies, peut-être qu'on aurait été plus mesuré, plus réfléchi. En même temps, on n'aurait pas vécu toutes ces expériences qui sont assez folles. Donc ça, c'est absolument génial. Donc voilà. Ok, ok. Euh, la question d'après que j'ai notée, c'est est-ce que tu as développé des astuces, des trucs, des trucs pour, pour, pour t'aider toi à m'accompagner moi dans les moments difficiles? Euh, je crois que je le fais inconsciemment, mais quand je vois que ça va pas, euh, je prends plus de temps pour réfléchir à ce que je vais dire, comment je vais te le dire. Euh, J'essaie de prendre le relais sur tout ce qui peut être dur pour toi.
J'essaye d'être plus attentif aussi aux signes. En fait, quand je vois que ça fait trop pour toi, et un peu comme si, tu vois, j'essayais de prendre le relais. Mais des fois, tu fais pareil aussi, moi. Donc, c'est pas que c'est conscient, mais c'est plus qu'en gros, bah, quand je vois que ça va pas, j'essaye de prendre la charge pour deux. Voilà. Euh, Bah, maintenant que tu as été diagnostiqué et qu'il y a des choses qui s'expliquent, euh, j'essaye aussi de faire plus attention à comment je vais m'adresser à toi ou discuter avec toi, ou j'essaie de plus essayer de comprendre un peu comment tu fonctionnes. C'est pas que j'ai développé des trucs, c'est juste que je fais plus attention et j'essaie de comprendre un peu plus comment tu fonctionnes et j'essaie de mettre mon décodeur un peu sur le terrain pour qu'on communique mieux, quoi. Et en cas de crise, Je vais te chercher une pizza. En fait, en cas de crise, si justement tu as craqué et que je ne l'ai pas vu venir, bah, je te laisse un petit peu plus tranquille, un petit peu redescendre. Et après, on se pose, on discute et on essaie de désamorcer le truc. Donc, juste, voilà. du coup, depuis que j'ai été diagnostiquée, tu as compris que en cas de crise ou en cas d'explosion, j'ai besoin d'être toute seule. Ah bah, je laisse passer la tempête, ouais. Oui, mais avant, tu me forçais à discuter. Ouais, ouais, Avant, ça t'énervait que je n'arrive plus à parler dans ces cas-là, ça t'énervait que je me renferme complètement, que je te regarde même plus, et tu le prenais ouais, pour toi. c'est ça. Maintenant, je sais que c'est pas personnel. Maintenant, je sais que tu as besoin. J'ai pas pu te faire relâcher la pression avant. Donc là, je laisse passer la tempête. Je te laisse redescendre. Je sais que tu as besoin de temps pour toi. Je le prends plus personnellement, comme tu le dis. Je sais pas de comprendre ce que j'ai fait de mal. En fait, j'ai rien fait de mal. C'est juste que ça a craqué. Et voilà. Et du coup, après, ben, on parle une fois que c'est passé. En fait, une fois que tu es revenu vers moi. Ok, ça marche. Du coup, là, la question d'après, elle revient un peu sur ce qu'on a dit à la question d'avant. Qu'est-ce pour toi, depuis que j'ai été diagnostiquée et qu'on a mis des mots sur des mots, euh, qu'est-ce que ça a changé dans notre manière de communiquer? On va clairement communiquer mieux. Euh, En fait, ça a expliqué pourquoi des fois on avait des problèmes de communication. Oh, typiquement le pourquoi. Ouais, Oh là là, si vous saviez le pourquoi, mais c'est dramatique dans notre vie le pourquoi. ouais. Ça a l'air de rien, hein, mais alors le pourquoi? Bah, en fait, comme moi, j'ai besoin de tout comprendre et qu'il y a des fois des choses que tu peux pas m'expliquer, ça a été la source de nombreux conflits. Oui, et à l'inverse, quand moi je te demande pourquoi, tu le prends mal parce que tu as l'impression que c'est parce que je veux faire différemment. Aussi. Ouais. Et ça, c'est tout le temps. Donc, on n'a pas tout résolu. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été résolues depuis que tu as été diagnostiqué et depuis que tu m'as expliqué un petit peu comment tu fonctionnais. Parce que comme moi, j'ai besoin de tout comprendre, et du coup, ça a expliqué beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que maintenant, bah, justement, je trouve qu'on arrive de plus en plus à se comprendre et de plus en plus à communiquer, à mieux communiquer. Il y a encore beaucoup de choses à solutionner, mais ça explique. Donc je dirais qu'on est en bonne voie. Voilà. Oui, bon, on continuera de s'engueuler, hein, on va pas se Et comme mentir, tout le hein. monde, comme tous les couples. Et bon, effectivement, il y a du mieux. Euh, Si tu devais expliquer à une tierce personne qui ne me connaît pas comment je fonctionne, genre le mode d'emploi, genre quelqu'un qui doit, je sais pas moi, me garder, genre comme si j'étais un bébé, mais tu vois, Ouais, un nouveau qui arrive à la salle. ah ouais. Bah déjà, de ne pas se vexer. Parce que Ça, c'est déjà ce que tu leur dis. t'es prude de décoffrage et que tu dis les choses comme elles viennent en fait. T'as pas de filtre. Et qu'il n'y a jamais rien de méchant. C'est pas méchant, c'est juste que
Parfait. T'as pas de filtre. Voilà. Si tu as un truc à le dire, tu le dis. Que tu as besoin d'un temps d'adaptation, que t'es pas froide, c'est juste que tu as besoin euh, de, de temps pour comprendre les choses qui se passent autour de toi, et qu'une fois que tu auras tout analysé, que tu auras compris la nouveauté, les changements, ce qui est différent, tu vas revenir naturellement. Donc, te laisser, te laisser être en recul, et que c'est toi qui vas venir de toi-même. Et qu'il ne faut pas te forcer à communiquer tant que tu n'es pas prête. Et, euh, et que des fois tu dis des dingueries, euh, que tu es maladroit dans tes gestes, mais aussi dans tes mots, et que, encore une fois, il n'y a rien de méchant. C'est juste que des fois, en fait, tu n'es pas en phase avec ton environnement, et qu'il y a des choses qui vont paraître évidentes pour tout le monde qui ne seront pas pour toi, et inversement. Et donc, des fois, il ne faut pas hésiter à reformuler ou à te demander de reformuler, qu'il y a des choses que tu peux pas. C'est pas que tu, tu veux pas comprendre, c'est que tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut reformuler, parce qu'il y a des choses qui ne seront jamais évidentes pour toi. L'humour, par exemple. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs, des blagues qui font rire tout le monde. Toi, tu comprendras jamais la blague. Parce que il y a des blagues, tu les prends premier degré. Et c'est comme ça. Oui, mais du coup, c'est pas drôle. Mais oui, parce que tu comprends pas le second degré. Souvent, c'est les blagues avec du second degré, où on dit quelque chose, mais ça veut dire autre chose. Toi, tu vas prendre mot pour mot ce qu'on a dit, et tu seras jamais capable de comprendre le second degré. Les blagues au second degré, quand on va voir des films, quand quelqu'un fait une blague au second degré, tu les comprends pas. Bah, en fait, je comprends ce que ça veut dire, mais j'y trouve pas drôle. Parce que tu comprends pas le premier degré. Bon, Tu comprends pas le second degré. Oui, oui, Voilà. certainement. Et c'est comme ça. Et en fait, c'est pour ça que on a Jérémy à la salle qui aime. Lui, c'est même plus que le second degré. Tu comprends jamais ses blagues. Non, jamais. Et voilà, et c'est Mais comme ça. bon, je suis pas la seule à pas comprendre. Oui, il y a des fois. Non, des fois, c'est pas bon. Mais c'est Jérémy. Mais voilà, je dirais que c'est ça les choses, Ok, grosso modo. ok, ok. Donc, je suis une horrible personne. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas exactement ce Ouais, que toi, tu viens de faire un manuel de aller un quart d'heure sur comment vivre 1 heure avec Marine. Non, ce que j'ai dit, c'est que tu comprends pas tout ton humour. Il faut te laisser le temps de maîtriser ton environnement et pas te brusquer. Et que tu es sans filtre, tu dis les choses comme elles viennent. Et qu'il Et ça, tu vois, n'y a pas de méchanceté en fait. moi, j'arrive pas à comprendre que ce soit pas normal. Parce qu'en fait, je pense que le monde se porterait quand même bien mieux si tout le monde disait ce qu'il pense. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais malheureusement, le monde ne fonctionne pas comme ça. On l'a bien vu avec des récents événements où moi aussi j'ai tendance à être sans filtre. Et j'ai appris justement à mettre un filtre, et j'essaye encore, parce que c'est pas encore acquis, parce que ça peut causer des problèmes quand tu veux faire les choses justement comme tu as envie de le faire, avec aucune mauvaise intention. Mais ce que tu fais sans aucune mauvaise intention, et ce que tu dis sans aucune mauvaise intention, si ça frustre l'ego et l'ego de quelqu'un, alors que tu le fais pas méchamment, mais juste Ouais, mais du ça coup, l'irrite, et en fait il le prend mal, alors que tu n'as rien fait de mal. oui, mais du coup, on en revient à la citation de enfin, ce que tu dis, ce n'est pas de ton ressort comment les gens le prennent. C'est leur problème à eux comment ils prennent ce que tu dis. Oui, Du moment que tu énonces des faits. tu es responsable de ce que tu dis, mais pas de ce que les gens comprennent. Bah, c'est plutôt de la façon dont ils le prennent. Oui, mais c'est un beau dicton, mais qui malheureusement ne s'applique plus dans notre monde d'aujourd'hui. Oui, on va changer ça. Alors, il reste 2 questions. Ouais. As-tu déjà été confronté à des incompréhensions ou des jugements sur moi
mais venant d'une tierce personne. Oui. Alors là, Eh vous voyez bah, pas ma vas-y. tête. Euh, euh, oui, je l'ai déjà été confronté à ça. Euh, Ma première réaction, c'est que j'avais envie de rentrer dans la personne et de lui faire très très mal. Mais après, bah, j'ai pris du recul et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, en fait, c'est juste que les gens n'ont pas compris. Donc, j'ai essayé d'expliquer avec mes mots qu'il n'y avait pas de méchanceté, qu'il n'y avait pas de malveillance. C'est juste que bah, voilà, tu t'exprimes pas comme tout le monde. Comme tu sais, des fois, je te l'ai dit plusieurs fois, que Là, par exemple, il essaye de mettre de l'enrobage autour de l'enrobage, voilà, autour de l'enrobage, autour de l'enrobage pour dire à demi-mot et pour pas répondre à la question. non, Bon, je pense vais comme répondre, moi. je vais répondre. Il y a des fois dans ta façon de t'exprimer, toi, ça, ça, tu dis quelque chose et en fait, ça peut être interprété de façon très violente et tu peux être très dur dans tes mots alors que c'est pas du tout l'intention que tu avais. Et des fois, moi je te le dis aussi, que t'es dur ou que ça peut être méchant la façon dont tu dis les choses, alors que c'est pas du tout tes intentions. Et donc c'est ce que moi qui vis avec toi et qui ai l'habitude de ta façon de dire les choses, bah, quand quelqu'un qui ne te connaît pas t'entend dire ça pour la première fois, bah oui, elle peut très, très mal le prendre. C'est ça en fait. Que souvent les gens peuvent avoir l'impression que des fois tu es très dur dans tes propos, dans la façon dont tu dis les choses, et comme ils ne te connaissent pas, bah, en fait, ouais, ils le prennent très mal. Alors, du coup, tu parles de combien de fois à peu près? Alors, deux, trois fois, Ça va. ça va. Mais, mais après coup, les gens, en fait, une fois que je leur explique et que voilà, ils font ah d'accord, ok. Et une fois qu'ils apprennent à te connaître vraiment, bah, il n'y a aucun problème. Et même des fois, ils t'adorent. Mais c'est vrai qu'au premier abord, des fois, quand tu dis des dingueries, euh, ça peut paraître surprenant. Bah, tous ceux qui écoutent ce podcast et qui ont été choqués au premier abord quand je me suis adressée à vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit MP. Je suis curieuse. Ouais. Allez, bah, dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une autre personne qui serait conjointe d'une personne neuro A? Alors, la première chose, d'énormément se renseigner dessus pour comprendre que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas que la personne, des fois, peut paraître feignante ou parce qu'elle est bloquée, qu'elle n'arrive pas à faire les choses, etc. Vraiment, il faut comprendre que euh, le cerveau d'une personne neuroatypique n'est pas construit de la même manière. Il y a les mêmes pièces, mais c'est pas assemblé pareil. Et ça fonctionne pas pareil. Et faire l'effort de comprendre comment l'autre fonctionne, ça va juste en fait changer radicalement le quotidien. Et en l'améliorant, c'est juste voilà, comprendre que ça va juste améliorer votre quotidien dans la vie, dans votre quotidien. Et ensuite, bah, prendre le temps de comprendre comment discuter, comment mettre en place des choses pour bah, faciliter en fait la vie de l'un et de l'autre. Et, et si vraiment c'est au-dessus de tes moyens, bah, en fait c'est que c'est dur ce que je vais dire, mais en fait vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Quoi. Si la personne n'est pas capable de faire tous ces efforts-là, bah, en fait ça ne marchera pas. Et donc déjà une vie de couple classique c'est dur. Et si en plus tu n'es pas capable de faire les efforts pour comprendre comment ça fonctionne, comment comprendre ton conjoint, mettre en place des choses pour communiquer et se comprendre et ensuite bien vivre avec l'autre, bah lâche l'affaire. Ça se tient.
c'est dur ce que je dis, mais en fait, si t'aimes la personne, tu feras tout ce qu'il faut pour vivre avec. Et si t'es pas capable de le faire, c'est que t'aimes l'image que tu te fais de ta personne, mais t'aimes pas la personne réellement. Parce que moi, je t'aime avec tes dingueries, ta façon de communiquer, Les ça me fait rire. engueulades. Ouais, mais oui, mais c'est comme ça en fait. C'est parce que t'es comme ça que je t'aime. Sinon, en fait, je t'aimerais pas. J'aimerais l'image que je me fais de toi, mais sans ta neuroatypie. Mais sauf que t'es Ah ben non. neuroatypique. Donc en fait, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand tu rentres dans un restaurant et que tu dis des dingueries devant tout le monde, ou des fois quand tu parles super fort au resto parce que tu crois que t'es toute seule, ça me fait rire. Tu vois, comme l'autre soir, quand on allait manger la pizza. Oui. Ça me fait rire. Euh, quand. Quand je dis devant tout le monde que quelqu'un a mis son t-shirt à l'envers. Voilà, ça me fait rire. Et voilà, et c'est pour ça que je t'aime. C'est que des fois, ça- c'est trop cool en fait de vivre avec toi. Mais Ah ben on s'ennuie pas, hein. on s'ennuie jamais. Mais voilà, mais après, il y a aussi les mauvais côtés. Et en fait, si t'es pas capable d'accepter les mauvais côtés, en fait, ça marchera pas. Ça Bah, marchera jamais. moi, à l'inverse, tout à l'heure, tu disais que toi, tu es hyperactif, mais t'es pas que hyperactif. Parce que toi, tu as la camouflage du TDAH quand même. Donc, tu es aussi beaucoup de troubles de l'attention. Oui. Et un des gros critères là-dedans, c'est le bordel. Mathieu, il laisse du bordel partout. C'est quelque chose avant de vraiment prendre conscience. En fait, moi, avant de tomber moi dans mes recherches sur la neuroatypie, j'avais pas pris conscience de ce que c'était qu'un TDAH. Donc je savais que Mathieu était HPI TDAH, mais pour autant, pour le coup, je n'avais jamais fait l'effort de faire des recherches dessus parce que Mathieu l'a quand même très très bien apprivoisé, sa neuroatypie, et il masque énormément pour paraître comme tout le monde aux yeux de tout le monde, et il le faisait beaucoup avec moi aussi. Et du coup, j'avais jamais pris la peine de me renseigner dessus. Et quand j'ai commencé à me renseigner, du coup j'ai mieux compris en fait le bordel tout le temps, partout, etc. Et du coup, parce que ça c'est un truc que moi j'ai pas trop quand même, du TDAH, Non. je suis quand même plutôt organisée, ou c'est peut-être des stratégies que j'ai mis en place depuis toujours parce que j'aime pas le bordel, et du coup j'ai mis en place des stratégies pour quand même que les choses soient à leur place, mais bon, peu importe. Et du coup, quand j'en ai appris plus sur cette facette de bordel chez les TDAH, on en a discuté ensemble, j'ai mieux compris certains trucs, et en discutant ensemble, on a mis en place des stratégies pour que moi, je puisse vivre dans une maison rangée, mais que Mathieu puisse rester dans son bordel. Et du coup, en discutant, on a pu ramener le curseur au milieu pour que chacun puisse se sentir bien dans son quotidien et dans son environnement. Ouais, après, la particularité, c'est que moi, j'ai été diagnostiqué à 9 ans. Je remercierai jamais assez ma prof de CM2 qui a vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Sauf qu'à l'époque, donc j'ai 36 ans, j'arrive plus à calculer, il y a 27 ans, c'était très 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 mal vu. C'était même honteux dans ma famille, ils ne l'ont jamais accepté. Alors le surdoué, le quotient intellectuel très élevé, ça, il s'en vendait à tout va. Mais par contre, l'hyperactivité, le trouble de l'attention, ça, c'était presque honteux dans ma famille. Donc ils l'ont toujours caché. Donc en fait, j'ai été obligé de grandir avec euh, et d'apprendre, comme tu dis, à le masquer. Parce que moi, toute mon enfance, j'ai entendu, mais essaie de te concentrer, range tes affaires, écoute quand je te parle, c'est pas possible d'être bordélique comme ça, tu peux, pourquoi t'es pas capable de rester attentif, tu tiens pas en place. Voilà, c'est des phrases que j'ai entendues toute mon enfance et qui ont été très 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 dures à vivre. Surtout quand tu es un enfant, en fait. Parce que tu as l'impression de ne pas être aimé, tu as l'impression de ne pas être accepté, tu as l'impression de. On te met toujours le doigt sur ta différence et c'est pas facile à vivre. Donc, oui, j'ai appris à masquer tout ça et j'ai appris à vivre avec et c'est dur.
Mais du coup, je sais pas si c'est vraiment un. Alors, si quelque part c'est un avantage d'avoir été diagnostiqué enfant, mais à l'époque où Mathieu a été diagnostiqué, je n'arrive plus à parler moi non plus. euh, il- les tests n'étaient pas aussi évolués qu'aujourd'hui et à l'époque, la science psychologique oui, estimait qu'on ne pouvait pas être avec un trouble du spectre autistique et un trouble de l'attention en même temps. Le test du TDAH excluait le TSA et vice-versa. Du coup, ben, je trouve que ça fait des diagnostics pas complets et peut-être pas, qui orientent peut-être pas les gens sur vraiment qui ils sont. Et je trouve ça un peu dommage. Après, voilà, on a évolué avec le temps, les tests ont évolué, les psys ont évolué, la médecine a évolué. Bon, pas assez, mais c'est pas le débat. Mais voilà. Mais du coup, je trouve ça un peu dommage et moi, j'aimerais que Mathieu refasse ses tests. Je les ferai, mais une fois que toi, euh, ce sera terminé et que tout sera mis en place et que tu auras tout l'encadrement pour que ça roule pour toi. Parce que je me vois pas faire mes trucs en même temps. Voilà. Puis moi, comme tu le dis, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris par la force des choses à vivre dans la société dans laquelle on est sans que personne se doute de rien. Et à part les deux trois personnes qui sont sensibilisées sur le sujet, bon là, du coup, il y a d'autres gens qui vont le savoir. Mais, Tu sais, les secrets avec moi, ça n'existe pas. mais oui, ça, je suis bien au courant. T'es sans filtre. Mais voilà, à part les gens qui vont écouter ce podcast et les deux trois personnes sensibles au sujet, je pense que personne ne pourrait s'en douter. Donc, parce que j'ai toujours appris à le cacher, parce que, comme je le disais, pour ma famille, c'était honteux et il fallait surtout pas que les gens le sachent. Donc voilà. Ok, ok. Et dernier petit fait rigolo, c'est que depuis que je suis rentrée dans ces phases de diag, j'ai eu mon diag, etc., bah, en fait, on se rend compte que la plupart des gens autour de nous ont été diagnostiqués ou sont en voie de diagnostic pour une neuroatypie. Après, je pense que comme du coup on est dedans en ce moment, on y fait plus attention. Et du coup aussi, bah, les gens qui ont écouté ton podcast le disent. Oui, ils sont plus libérés de la Voilà. parole. Mais du coup, on se rend aussi compte que on attire aussi les gens qui nous ressemblent. Ah bah oui, oui, Voilà. ça c'est sûr. Je pense que c'est aussi parce que du coup, c'est plus facile pour nous de communiquer avec eux. Oui, ah oui, non, mais Voilà. complètement. Alors que bah, tu vois, moi, à mon travail, clairement, je pense pas que. Voilà, c'est plus difficile pour moi de communiquer avec comment on disait, neurotypiques. Les neurotypiques, oui. Ouais, parce que je les comprends pas, qu'ils me comprennent pas, et clairement, je sens que par la force des choses, en fait, je me suis mis à l'écart, quoi. Parce que Ça matche pas, quoi. ça matche pas. Et puis après, du coup, j'ai pas envie de faire l'effort non plus de m'expliquer. J'ai plus envie de faire l'effort de m'expliquer, de communiquer avec des gens qui, eux, font pas l'effort d'essayer de communiquer avec moi. Ah bah tiens, bah, j'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que depuis que j'ai fait mes diag et qu'on a un peu libéré la parole, toi et moi, sur les neuroatypies, est-ce que tu est-ce que du coup tu masques moins? Est-ce que du coup tu te sens plus libre d'être toi-même? Est-ce que tu vois, est-ce que c'est moins tabou pour toi dans ta tête, dans ta vie ou voilà? Bah, avec moi, non, parce que je te l'ai dit dès le début. Non, mais je parle pas avec moi. Je parle Ah, dans ta vie sociale en fait. bah, je crois que ça coïncide avec le moment où, ouais. Bah, en fait, euh, c'est pas que je vais moins masquer, parce que je vais pas le raconter à tout le monde non plus. C'est pas quelque chose que j'ai envie que tout le monde le sache. Bon, là, Bonjour, c'est mal bienvenue sur barré. Et moi alors. Mais je crois que j'ai moins envie de faire l'effort de masquer. C'est-à-dire que je vais pas dire à tout le monde, voilà, je suis comme ça, comme ça, comme ça, mais je vais être plus naturel et les gens ils me prennent comme je suis.
Si, du coup, si j'ai plus envie de faire d'efforts, bah, justement de communiquer, bah, je communique pas. Et ça me va d'être plus à l'écart, en fait. Ok, Voilà. ok, ok. Bon, bah tu voulais ajouter un truc? Non, soyez vous-même, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes. Et contrairement à ce que ma famille, c'était pas méchant. Mais à l'époque, c'était une autre époque. Euh, N'ayez pas honte d'être, si vous êtes neuroatypique, d'être neuroatypique. Par contre, faut pas non plus rentrer dans la mode en justifiant tout. Euh, on n'est pas tous neuroatypiques. C'est pas cool d'être HPI. C'est pas cool d'être TDAH. C'est pas cool d'être TSA. Mais si vous l'êtes, n'ayez pas honte de l'être non plus. Et soyez vous-même en fait, et assumez qui vous êtes. Eh ben, pas plus, pas moins. Brillez, brillez de toutes vos couleurs. Et comme je l'ai déjà dit, ensemble, on fait un beau camailleux de couleurs. Alors, soyons tous nous-mêmes. Et voilà. Et du coup, sur ces bonnes paroles, et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ça, tout ça. Et à bientôt!